Bon, eh bien, bonjour. Mes meilleurs voeux. La santé, la fortune, je crois que je n'insisterai pas beaucoup là-dessus par les temps qui courent. La santé surtout. Comment ? On gardera pour les autres années. Ouais. Donc, merci à vous d'être venus. J'ai failli appeler cette conférence d'un autre nom. Je vous laisse deviner. Je ne le dirai pas parce que ça pourrait me valoir quelques années à l'ombre. Mais le contenu est, disons, quasiment le même. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la dite libération à l'occupation cosmopolite de la France. Je crois que c'est déjà suffisamment clair comme ça. Alors, je vais revenir sur une expression que je répète régulièrement parce que c'est le point de toute réflexion si on veut que ce soit constructif, c'est que l'on ne peut rien comprendre aux événements si l'on ne remonte pas aux causes. Ce que trop de gens dans nos milieux ne font pas, se contentant simplement de réagir aux effets. Alors, quel est le problème essentiel aujourd'hui en France, qui conditionne et qui explique tout ce que nous vivons, sinon deux types d'occupation. Une occupation physique par l'immigration-invasion imposée, voulue, programmée, et l'occupation intellectuelle par la mainmise financière et politique du monde juif. Alors, comment en est-on arrivé là ? Il faut d'abord, et vous le savez, parce que pour moi, et c'est normalement pour tout le monde le point de départ si on veut comprendre quelque chose, il faut remonter d'abord à la Révolution dite française. Car c'est à partir de là que le monde cosmopolite, c'est-à-dire le monde maçonnique et juif, va commencer à s'imposer progressivement et conquérir le pouvoir en France. Il me faut rappeler le rôle essentiel, nocif, de Bonaparte, devenu Napoléon, dans ce processus. Dès le 7 janvier 1807, la communauté juive l'avait remercié. Rappelez le Monde Juif Info du 14 décembre 2017, je cite. « Béni soit à jamais le Seigneur Dieu d'Israël qui a placé sur le trône de France un prince selon son cœur. Dieu a vu l'abaissement des descendants de l'antique Jacob et a choisi Napoléon le Grand pour être l'instrument de sa miséricorde. À l'ombre de son nom, la sécurité est rentrée dans nos cœurs et nous pouvons désormais bâtir, ensemencer, moissonner, cultiver les sciences humaines, appartenir à la grande famille de l'État, le servir et nous glorifier de ses nobles destinées. » Napoléon Bonaparte. Et plus proche de nous, Israël Magazine de novembre 2004 se félicitait. C'est la Révolution française qui a accordé une nationalité de droit aux Juifs, mais c'est sous le décret de 1808 de Napoléon qui organise le judaïsme et qui ancre le citoyen juif dans la vie de la cité. En Italie, c'est Napoléon qui supprime les ghettos. Au Portugal, il laisse ouvrir les synagogues fermées depuis 300 ans. En Allemagne, il les libère de toute contrainte.
Avis aux bonapartistes qui pourront m'entendre aujourd'hui. Telle fut la raison pour laquelle la finance juive allait allier à sa créature la maçonnerie, anglaise introduite en France, avait besoin de la Révolution. Avec les idées internationalistes, cosmopolites et maçonniques des conjurés de la Révolution, annonçant la République universelle, le décor était planté et le but à atteindre était défini. Telles furent les causes de la lente conquête du pouvoir par la finance juive et sa créature, la maçonnerie, désormais laissée libre d'agir. Il y aura différentes étapes que j'ai décrites dans mon livre « L'armée française face à la destruction de la nation ». Vous avez là l'affaire Dreyfus, l'assassinat de Félix Faure, qui était opposé à la révision du procédé Dreyfus. C'est pour ça qu'il a été éliminé. L'affaire des fiches, concernant l'armée, l'affaire des inventaires, la loi de séparation de l'Église et de l'État, et tout ce qui allait s'en suivre. Tout cela accompagné par la lente conquête des instruments de l'État, l'éducation nationale, la magistrature, l'armée, tout ce qui constitue la structure et l'armature de l'État. Et d'épuration en épuration, donc tout, notamment dans l'armée, tout allait être pris en main, contrôlé, surveillé, non seulement par des officiers francs-maçons, mais aussi par des officiers catholiques qui acceptaient leur rôle que leur donnait encore la République. Vous savez que j'ai parlé à plusieurs reprises, et j'en parle dans mon livre sur l'armée, du rôle étrange joué par un certain général Pugat, Benoît Pugat, paroissien de la fraternité Saint-Pédis, allant à la messe, béni oui oui, à Saint-Nicolas du Chardonnay, mais acceptant tout de Sarkozy, puis de Hollande, jusqu'à Macron, puisqu'il a été fait grand maître, pas grand maître, quel est le titre? C'est grand chantant. Il est le responsable de l'ordre de la Légion d'honneur. Donc c'est lui qui distribue les Légions d'honneur à qui de droit et qui le mérite au nom de la République. Donc un officier catholique, traditionnaliste, qui plus est. Et après cela, étonnez-vous du silence de la Grande Muette. Quant au général de Villiers, vous savez que j'en ai parlé dernièrement, notamment dans la dernière conférence, donc si vous l'avez raté, eh bien reportez-vous sur YouTube à ma dernière conférence. La deuxième révolution dite française allait être ce que l'on a appelé la libération, d'où le titre de ma conférence. Accouplée à l'épuration de 1944-45 et leurs conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et c'est plus particulièrement cet aspect que j'ai voulu traiter dans cette conférence d'aujourd'hui. Conséquence de la débâcle militaire de la Troisième République en 1940, qui avec l'Angleterre avait déclaré la guerre au Troisième Reich, et non pas le contraire comme beaucoup de médias le laissent entendre, non préparé, j'insiste bien là-dessus, non préparé, ce qui allait aboutir à la fameuse débâcle, une de plus après celle de Sedan, du Deuxième Empire, et tout ce personnel politique de la Troisième République s'enfuyant qui sur le paquebot Massilia, destination l'Afrique du Nord, qui en Angleterre, qui aux États-Unis, se mettre à l'abri des conséquences de ce qu'ils avaient fait.
Et ainsi, Albert Lebrun, président de la Troisième République, faisait alors appel au maréchal Pétain pour essayer de négocier au mieux avec Hitler les conditions de l'armistice, car Hitler vouait une admiration sincère au chef de guerre qu'avait été Pétain. Comme en outre, le Premier ministre Paul Reynaud, je dirais le principal responsable de cette déclaration de guerre inepte, avait démissionné lui aussi pour s'enfuir le 16 juin 1940, le maréchal Pétain était appelé par Albert Lebrun et obtenait de l'Assemblée nationale les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940 par 569 voix contre 80 et 20 abstentions. Alors, les choses auraient pu en rester là. La Révolution nationale s'installait, ce que Charles Maurras à l'époque avait appelé la divine surprise, mais le problème, c'est que la Révolution nationale ne s'installait que du fait de la désertion des responsables de la Troisième République fuyant leurs responsabilités, et non pas par une conquête politique du pays. Donc c'était en principe une fausse victoire. Et alors, plusieurs facteurs allaient intervenir pour empêcher son accomplissement. Premièrement, et j'en ai déjà parlé, j'en parle notamment dans mon livre « Le nationalisme français », la niaiserie et les tergiversations des membres du gouvernement de Vichy, et notamment au sujet de l'interdiction au nom de la maçonnerie, qui allait faire que de retard en retard sur la décision, la maçonnerie allait pouvoir mettre à l'abri ses documents et puis surtout la liste de ses adhérents. Si bien que quand la condamnation est tombée, contrairement à ce qui s'était passé au Portugal sous Salazar, l'État français ne savait plus qui était qui dans les rouages de l'État, et que c'est ainsi que sont restés dans ces rouages de l'État nombre de francs-maçons qui ont continué à travailler pour leur cause. Donc le ver était dans le fruit. Et cela, c'était la conséquence de l'agglomérat absolument disparate de ce qu'était Vichy, fait de monarchistes de l'Action française de l'époque, de nationalistes sociaux et populaires du Parti populaire français de Jacques Doriot, d'arrivistes, comme toujours, et de débris de la Troisième République, avec notamment Pierre Laval et Camille Chotan. Et je dois rendre justice, bien que ça pourrait l'étonner, à l'historienne communiste Claire Andrieux, qui, dans une évocation hostile à Vichy, publiée dans le quotidien de Bruxelles le soir du 15 septembre 1994, avait rappelé une lettre prophétique de François Mitterrand du 26 mars 1942. Il avait été partisan du maréchal, je pense que vous le savez, au point d'avoir été décoré de la Francisque, comme mon père. La très critique Claire Andrieux rappelait ce que Mitterrand reprochait à l'époque aux gens de Vichy, et je cite : « Le manque de fanatisme et de compétence nous conduisent fatalement à l'échec », avait-il prédit. Il avait parfaitement compris la méconnaissance de l'ennemi par les gens de Vichy, qui allait les empêcher de réagir victorieusement au lieu de se laisser égorger comme des moutons par l'ennemi.
Quand on observe l'histoire, il y a des constantes. Dans toutes les révolutions, vous avez ceux qui comprennent, qui veulent réagir, qui savent quels sont les moyens qu'il faut pour l'emporter, mais qui sont paralysés par ceux qui, croyant se faire bien voir de l'ennemi, les paralysent. C'est vrai dans toutes les révolutions. Et c'est pour ça, et nous le vivons aujourd'hui, dans nos milieux, que je ne cesse de critiquer, le premier ménage à faire, avant même celui vis-à-vis de l'ennemi, c'est le ménage dans nos propres milieux. Autre texte reproché à Mitterrand, une appréciation flatteuse du sol, c'est-à-dire le service d'ordre légionnaire d'où allait sortir la milice. Et là encore, petite démonstration, avant que la milice, que le pouvoir de Vichy décide d'armer la milice, il fallut plusieurs assassinats de membres de la milice par les résistants pour que, enfin, le régime de Vichy se décide à armer la milice. Comment voulez-vous que des corps d'élite chargés de soutenir un régime puissent se battre si on leur met les bras derrière le dos bien attachés? Il faut être sérieux. Alors, ce texte que reprochait l'historienne communiste Claire Andrieux à Mitterrand vaut la peine tout de même d'être rappelé. Mitterrand avait cité l'un des 21 points du serment légionnaire, dont notamment cette phrase, qui spécifiait de lutter, je cite, contre la dissidence gaulliste pour l'unité française, contre la lèpre juive pour la pureté française. Mitterrand. Et Claire Andrieux reprochait encore à François Mitterrand d'avoir participé à la radio de Vichy et publié des articles dans la revue France de l'État nouveau, dirigée par son ami Gabriel Janté. On y trouvait des articles anti-républicains, je cite, anti-républicains, antisémites, anti-maçonniques, anti-gaullistes, dans lesquels Mitterrand ironisait sur les idéaux de 1789. Il dénonçait, je cite, 150 années d'erreur, la philosophie des Lumières et l'idéologie des droits de l'homme. Ainsi concluait Claire Andrieux, pour le lui reprocher, François Mitterrand faisait partie des durs de Vichy. Le malheur, c'est que Mitterrand était aussi un ambitieux et que, comprenant l'aveuglement, la veulerie, la lâcheté des gens de Vichy, il avait compris qu'il n'avait pas là son avenir et il a commencé à évoluer. Rendons-lui quand même une justice, c'est que contrairement à un certain Jean-Marie Le Pen, il n'a cessé jusqu'à sa mort de faire fleurir la tombe du maréchal Pétain. La révolution gaulo-communiste de 1944-45, appuyée sur les lobbies interdits par Vichy, et l'épuration qui s'ensuivit, allait être l'élément clé de l'évolution politique jusqu'à nos jours.
Et c'est sur ce point que je veux m'appesantir, car il explique la destruction en cours de la France. Je l'ai traité déjà dans une précédente conférence, notamment sur le personnage pathologique de De Gaulle, qui s'explique par un orgueil incommensurable, une ambition démesurée, alliée à la rancœur vis-à-vis de ses collègues de l'armée qui le méprisaient. Et ça, j'en explique tout dans ce livre. L'armée française face à la destruction de la nation. Celui du jeune capitaine en 1916 se rendant sans combattre dès le lendemain de son arrivée au front, alors que son collègue qu'il remplaçait avait tenu. Celui qui s'appropriait une étude de l'armée sur l'arme blindée pour la publier sur son seul nom. Celui qui partait en Angleterre alors même que l'armistice n'était pas signé et donc déserté en plein combat. En raccourci, tel est De Gaulle. Tel était De Gaulle. Et c'est d'ailleurs ce qui allait entraîner de la part d'Albert Lebrun, je souligne bien, de la part d'Albert Lebrun, président de la Troisième République française, non pas par Vichy, la condamnation à mort de De Gaulle pour cause de trahison par un tribunal militaire et sa dégradation du titre de général à titre provisoire à laquelle il avait été nommé précédemment. Rappelez-vous, n'ayez pas la mémoire courte, comme disait le maréchal. Penchons-nous maintenant sur ce que fut son gouvernement en exil à Londres. Il n'allait cesser au micro de Radio Londres d'appeler à l'assassinat des responsables de Vichy, dont entre autres le ministre de l'Information, Philippe Henriot, qui par ses analyses arrivait à démolir les mensonges de Londres, et qui fut assassiné, on dit, d'après l'histoire, mais quelque peu étouffée, ce serait un commando dirigé par l'ancien maire de Bordeaux, Chaban-Delmas, qui l'aurait descendu. Alors, ce gouvernement provisoire, eh bien, c'était un mélange de démocrates chrétiens, modernistes, gauchistes, d'hommes de gauche et d'extrême gauche, de juifs, de francs-maçons, de René Cassin à Jean-Pierre Lévy, de Daniel Meyer à Maxime Bloch-Massard, Jacques-Henri Simon, jusqu'à Jacques Soustel, Georges Bidault, Maurice Schumann, André Mercier du Parti communiste, le socialiste de la SFIO, le Trocker, Claude Bourdet de Combat, entre autres. Tel était le support politique de De Gaulle à Londres. Sous prétexte de patriotisme. Alors qu'ils avaient été responsables par leur politique de la débâcle de 1940. C'est donc tout un agglomérat de responsables de la débâcle de 1940, des lobbies qui avaient eu peur de perdre leur mainmise sur la France depuis 1789, qui, sous couvert de patriotisme, revenus dans les fourgons anglo-saxons, allaient prendre leur revanche et pousser la France dans une toute autre direction. Et nous en vivons aujourd'hui les conséquences. La dite libération-épuration sera pour eux l'occasion de liquider physiquement
tous les cadres nationalistes de la Révolution nationale en réinstallant par cette nouvelle terreur leur pouvoir sur la France. Ce sont ces cadres nationalistes, liquidés par la terreur gaulo-communiste en 1944-45, qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, allaient manquer à la France pour être les transmetteurs de ce que doit être la politique de défense de notre nation. Eux ont su faire le ménage de leurs ennemis, ce que nos milieux sont incapables de faire, quand ils sont en mesure de le faire. Et vous voyez à quel point Mitterrand avait eu raison. C'est le manque de fanatisme, de compétence des décideurs de Vichy qui les a conduits à l'échec et à leur mort pour n'avoir pas voulu liquider l'ennemi qui, lui, n'a pas eu ses scrupules. Charles de Gaulle, le capitulaire de 1916, méprisé de l'armée française, s'alliera ainsi à la ténébreuse alliance du capitalisme et du marxisme, dénoncée par le maréchal Pétain, et ramènera avec lui dans les fourgons de l'étranger les responsables de la débâcle de 1940 avec les communistes, les francs-maçons et les juifs. L'une des premières décisions du gouvernement provisoire à Alger, sous sa coupe, sera le rétablissement du décret Crémieux, abrogé par Vichy, ce qui allait entraîner l'insurrection de Sétif de 8 mai 1945, départ de ce qui sera la guerre d'Algérie et sa perte. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ce décret imposé en 1870 par Adolphe Isaac Crémieux, président de l'Alliance israélite universelle, après la débâcle de Sedan du Deuxième Empire, octroyait en bloc la nationalité française aux seuls juifs en Algérie, mais pas aux musulmans qui venaient de se battre pour la France contre la Prusse. Cette insulte faite aux musulmans allait immédiatement entraîner l'insurrection du Bachaga Simokrani et le prêche de la guerre sainte. Elles seront toutes deux écrasées dans le sang. Voilà ce que représentait la France aux yeux du monde musulman, une puissance aux ordres de leurs usuriers. Lisez Drummond à ce sujet-là, La France juive. La déclaration de Gaulle au délégué de la Grande Loge et du Grand Orient de France en 1943, que rapportait Fred Zeller, le grand maître de l'époque du Grand Orient, dans son livre 3 points, et c'est tout, montrait bien sur quelle base, sur quelle force Charles de Gaulle comptait s'appuyer. Je cite. Voilà ce que disait de Gaulle, ce que lui disait de Gaulle. Je vais redonner la République à la France et il n'y a aucune raison que je ne lui redonne pas aussi les francs-maçons, rappelez Zeller. Ça la coule de source puisque l'une découle de l'autre. Et Fred Zeller rappelait encore en 1973 dans la revue Europe-Parlement, c'est le général de Gaulle, général entre guillemets s'il vous plaît, le colonel de Gaulle, qui nous a rendu force et vigueur.
En effet, de 350 députés et sénateurs sous la Troisième République, il n'était plus que 150 au début de la Quatrième République. Cela nous a infligé 20 ans de retard, reconnaissait Fred Zeller. Ce qui veut dire que malgré toute l'incompétence des gens de Vichy, la seule interdiction de la maçonnerie, bien que tardive, comme je l'ai dit tout à l'heure, avait réussi quand même à porter un coup à cet État dans l'État. Ce qui prouve une chose, c'est que, comme toujours, s'il y a la volonté, et notamment la volonté politique, on peut briser l'ennemi. Et voilà pourquoi l'État français, malgré toutes ses faiblesses, est malgré tout tellement diabolisé. Et puis ce sera l'épuration sanglante colo-communiste. Ce seront plus de 120 000 exécutions officielles revendiquées par le démocrate chrétien Pierre-Henri Teitgen, garde des Sceaux de M. de Gaulle, qui, répondant aux communistes à la Chambre, qui trouvaient que l'épuration était insuffisante, allait se vanter, en faisant référence à l'autre terreur de 1793, « Messieurs, par rapport à nous, les grands ancêtres étaient des enfants de cœur. » Ce qui laisse tout de même supposer que numériquement, l'épuration de 1944-45 était supérieure au massacre de la terreur de 1793. Et pourquoi nos milieux ne rappellent pas tout ça? C'est tout ça qui conditionne l'évolution de la France aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on met un drap pudique sur ces événements? À quoi sert cette presse dite d'opposition? Les Rivarol et compagnie. Et les crimes de la résistance gaulo-communiste furent tels, c'est un rappel que je fais encore parce qu'il faut revenir à ces choses, parce que c'est fondamental pour comprendre cette époque et notre époque. Le père Penici, dans son serment du dimanche des Rameaux de 1945, à Notre-Dame de Paris, dénonçait ce régime d'abattoir. Et des documents médicaux de l'époque, que j'ai déjà cités notamment dans le nationalisme français, permettent de mesurer l'horreur des tortures infligées aux fidèles du maréchal par les patriotes des forces françaises de l'intérieur, des francs-tireurs partisans et autres milices patriotiques, couvertes par De Gaulle. Et j'estime nécessaire, vu le contexte, de rappeler ce texte de rapport médical de l'époque que personne ne rappelle dans nos milieux, et c'est fortement regrettable. Je cite. Donc, rapport médical. Poils brûlés au briquet, bougies allumées dans l'anus, pointe d'essaim coupé, dents cassées, brûlure électrique dans le vagin, l'anus, la marche ou reptation imposée, bien sûr, sur du verre, brûlure pour cautériser les plaies, aspersion d'essence et mise à feu, enfoncement de la cage thoracique, du crâne, avec lésions méningées, cérébrale et de la moelle épinière, lésions de l'œil. Petite parenthèse. C'est ainsi que devait mourir, dans des souffrances atroces, le constructeur Louis Renault, dont les usines furent confisquées à la dite Libération, au détriment de leurs héritiers, de ses héritiers. Viol de femmes, bien sûr, de fillettes,
promener nu, etc., etc. Et j'en profite pour tirer un coup de chapeau à l'acteur qui est mort il y a quelques jours, Jean Rochefort, qui avait rappelé il n'y a pas tellement longtemps, justement, ce que l'on avait fait subir à ces malheureuses femmes qui, pour gagner leur vie, étaient obligées de travailler dans des bureaux de l'État français ou même dans des services allemands. Promener nu, tondu, etc., etc., puis tout le reste qui suit après. Voilà ce qu'il faut savoir si on veut comprendre par qui nous sommes gouvernés, par les descendants qui ont fait ça. Et une chose qui m'avait fortement marqué quand j'avais lu, c'était, je crois, dans 20 ans après, d'Alexandre Dumas, qui était la suite des Trois Mousquetaires. Et il traitait de la mort de Charles Ier d'Angleterre, qui avait été décapité sur ordre de Cromwell. On en a parlé ce matin. Et le mot de Charles Ier d'Angleterre, avant de mourir décapité, il disait à l'attention de ses partisans « Remember ». Rappelez-vous, souvenez-vous. Eh bien, je peux en dire autant aujourd'hui. Il faut encore rappeler notamment le martyre de l'amiral Platon, chargé par le maréchal Pétain de surveiller les éventuelles reconstitutions de sociétés secrètes, puisque, comme je vous l'ai dit, la maçonnerie avait été interdite. Et c'est Pierre Laval, le très curieux, douteux Pierre Laval, qui un jour l'avait prié de se dégager du gouvernement et de rentrer chez lui. Et c'est dans sa propriété du sud-ouest, je crois, qu'il allait être longuement torturé et puis mis à mort par des résistants rouges espagnols, écartelé entre des tracteurs. Ce que certains aujourd'hui s'efforcent de nier, et je regrette beaucoup, je tiens cette information d'un ancien résistant, André Figueras, qui a publié dans son livre qui s'appelle 11 amiraux dans la tourmente, je crois. Voilà ce que certains, là encore dans nos milieux, cherchent à occulter. D'où la question, à quoi sert la presse ou cette presse de nos milieux ? Et alors le plus intéressant, et ça je l'ai cité dans mon livre La maçonnerie, c'est que plusieurs années plus tard, les francs-maçons allaient rendre justice à Pierre Laval de les avoir protégés. Vous avez toutes les citations concernant ça. Ce sont deux francs-maçons belges, Goldnadel et je ne sais plus qui encore, qui le rapportent dans une étude qu'ils ont faite sur la maçonnerie en général. Bon à savoir tout ça, ça explique beaucoup de choses. Et puis il y eut, ce sont quelques exemples parmi les plus criards, mais il y aurait des tonnes de livres à écrire là-dessus malheureusement. Le massacre du comte Christian de Lorgeril, qui avait été un héros de la Première Guerre mondiale, admirateur du maréchal Pétain. Et c'est donc son martyr, et c'est le quotidien démocrate chrétien du MRP de l'époque, l'Aube, dans son numéro du 16 novembre 1950, quand même un peu gêné de ce qu'ils allaient exposer, il disait ceci, il rapportait ceci. Arrêté pour ses idées monarchistes le 22 août 1944, complètement nu, le malheureux dut s'asseoir sur la pointe d'une baïonnette, puis il eut les espaces métacarpiens sectionnés, les pieds et les mains broyés, le thorax et le dos transpercés par une baïonnette rougie au feu, puis on le réanima pour lui verser du pétrole enflammé sur les plaies,
Il ne devait mourir que 55 jours plus tard dans des souffrances de damnés. Ce sont les héritiers de ces gens-là qui ont commis ces actes qui nous gouvernent aujourd'hui et qui glorifient leurs ancêtres. Et j'insiste lourdement, ce ne sont pas des vichistes qui ont écrit ce texte, mais les démocrates chrétiens de l'Aube, alliés de De Gaulle, qui quand même trouvaient ça un petit peu difficile à passer. Tel était donc ce De Gaulle, responsable de cette nouvelle terreur, l'homme auquel Fred Zeller, ancien grand maître du Grand Orient, rendait hommage. Alors vous comprendrez pourquoi, quand j'entends un Le Pen, une Marine Le Pen, un Henri de Lesquen, et même dans certaines colonnes de journaux dits de nos milieux, se référer à De Gaulle, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ces journaux vous trompent. Déjà responsable de la guerre civile de 1940-45, De Gaulle allait à nouveau fomenter la guerre civile par sa trahison en Algérie. Et toujours allié à ceux qui l'avaient amené au pouvoir à la libération. Si une partie de l'armée se souleva contre lui, la plus grande partie resta muette, une fois de plus. Ou ne lui obéira que pour liquider dans le sang à nouveau les résistances. Le drame pour la France, et je dirais aussi pour l'Algérie et les Algériens, c'est que les militaires partisans de l'Algérie française, les généraux Chal, Zeller, Jouot, Salan, mis à part le colonel Bastien-Thierry, ne voulurent pas porter le seul geste utile et nécessaire et définitif, la liquidation de De Gaulle. On peut imaginer, on peut rêver ce qu'aurait été la France, comment elle aurait pu évoluer si De Gaulle avait été éliminé. Mais comme ils sortaient tous plus ou moins de la résistance, ils n'ont pas voulu toucher au père. Ils ne voulaient en fait que faire pression sur De Gaulle pour qu'il garde l'Algérie française. Et De Gaulle raconte comme il s'est moqué d'eux comme des Français pieds noirs pour leur faire accepter sa politique. Vous avez ça dans mon livre « Le nationalisme français ». Et vous voyez, l'histoire est faite de toutes ces petites désertions, de cette méconnaissance de l'ennemi qui fait que l'on ne réagit pas quand il faut réagir, quand on n'élimine pas le danger quand il faut l'éliminer. C'est comme ça que se fait l'histoire. Et alors, ce sera le massacre des Pieds Noirs et des musulmans fidèles à la France par le FLN marxiste, appuyé par le général Joseph Katz, aux origines connues, sous les ordres de De Gaulle. Là aussi, je pourrais vous lire des pages de témoignages des massacres. Et en fait, De Gaulle ne faisait qu'assouvir
sa haine et sa vengeance envers les pieds noirs qui lui avaient successivement préféré Pétain, Darlan et Giraud. L'étape suivante sera l'insurrection de l'intelligentsia juive de mai 68, des Cohn-Bendit, Geismar et Haute-Krivine. Et là encore, incapable de la maîtriser, De Gaulle s'enfuira en Allemagne, se mettre à l'abri auprès du général Massu, qui était encore en garnison en Allemagne à l'époque, qui lui avait sagement obéi dans le largage, abandon de l'Algérie. Incontestablement, la mini-révolution de mai 68 aurait été un nouveau tournant, un nouveau coup d'accélérateur, comme la révolution de 1789-93, comme celle de 44-45, pour la destruction de la société et de la nation française. Et puis suivront les Giscard, Chirac, Veil, avec, entre autres, la loi sur l'avortement, qui sera un autre coup d'accélérateur de la destruction de la nation et de la société, le regroupement familial, qui marquera le début du remplacement de notre ethnie française par l'apport croissant d'une immigration, première phase de l'immigration-invasion. Et puis la loi Giscard-Rothschild de 1973, qui retirait à l'État français la possibilité de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France, pour ne pouvoir se financer qu'auprès de banques privées. Suivez mon regard. À qui profite le crime ou la loi? Alors ce que je dis, je sais que parmi vous, il y a plusieurs musulmans. Et que peut-être que certaines choses que je dis peuvent les choquer. Mais je regrette beaucoup. C'est la vérité historique. Et cette vérité historique vous concerne directement parce que vous en êtes, vous aussi, victime. Et il est bon que les musulmans comprennent ces faits d'histoire. Nous sommes liés parce que nous sommes face à un ennemi commun. Donc, cette loi scélérate Giscard-Rothschild a été, là encore, le point de départ du naufrage économique de la France. Alors, ne vous attendez tout de même pas à ce que notre coquelet élyséen, jupitérien, Napoléon, etc., comme le nomment certains flagorneurs des médias, supprime cette loi, puisqu'il en est sorti. Ou plutôt, il en est. Et hélas, l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, en dépit de ses principes de jeunesse, n'allait pas améliorer les choses. Et là, vraiment, c'est une question que je me pose périodiquement. Comment se fait-il qu'un homme qui avait vu aussi subtilement et précisément ce qui allait arriver à la France, du fait de la naïveté et de la lâcheté des gens de Vichy, comment n'a-t-il pas gardé, je ne sais pas, son idéal de jeunesse? Comment, à ce point, l'ambition peut l'emporter? Ça décrit la nature humaine d'une bien vilaine façon. À quel point
le seul intérêt peut pousser un individu. Donc, l'arrivée au pouvoir de Mitterrand n'allait faire qu'accélérer les choses. Et Jacques Chirac, le bon Jacques Chirac, qui fut, paraît-il, à une certaine époque partisan de l'Algérie française, eh bien, finira par obéir bien gentiment aux injonctions du B'nai B'rith. Et son remplacement par Nicolas Sarkozy, petit-fils de rabbin sioniste de Salonique, par sa mère, tout de même bon de rappeler ça, allait être un nouveau coup d'accélérateur du processus de destruction par l'entrée désormais massive de l'immigration légale et clandestine. Elle était évaluée à la fin de son quinquennat à près de 230 000 par an, officiel. Que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que son ministre de l'Intérieur de l'époque, Claude Guéant, promettait de ramener à 180 000 si Nicolas Sarkozy était réélu. Ce qui est une confirmation du chiffre de 130 000. Si 180 000 est une amélioration, c'est que le chiffre de départ était plus élevé. Ça me semble assez élémentaire. Et aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir du franc-maçon Emmanuel Macron, associé de la banque Rothschild, l'homme des Américains fabriqué comme l'a été Sarkozy, et là, bon, je crois qu'il est quasiment épuisé mon petit opuscule sur Sarkozy. Sarkozy, ou plutôt Macron comme Sarkozy, sont des créatures des Américains, fabriquées exactement l'un comme l'autre pour les besoins. Et une chose que j'ai déjà expliquée à plusieurs reprises, les Américains repèrent dans les universités des différents pays du monde quels sont des éléments qui peuvent être utilisables. Ils les poussent, les forment, ou les déforment si vous préférez, et puis ils les renvoient dans leur pays. Et c'est comme ça qu'on voit émerger dans différents pays, et notamment à l'occasion des révolutions dites oranges, des hommes nouveaux qui apparaissent comme des sauveurs de leur nation, qui ne sont que des créatures des États-Unis. Alors aujourd'hui, et faites bien attention à cela, parce que c'est toute une manipulation, encore une fois, de l'opinion publique. Je ne sais pas si vous avez remarqué et repéré la manipulation en cours. On vous parle des demandeurs d'asile. Et on vous parle de 10 000. Donc les esprits superficiels qui ne savent pas ce qu'il y a d'avant se diront oh bah, 10 000 par an, bon, c'est pas la mer à boire, on peut éponger ça. Le problème, c'est que c'est 10 000, plus 100 000, plus 100 000, et bientôt plus 100 000. Hein? Alors, migrants, immigrés clandestins, immigration légale, demandeurs d'asile, il y a, disons, tous les mots de la langue française qui servent à excuser un apport supplémentaire d'immigrés. Alors là, je voudrais revenir aussi à ce qui nous concerne tous, et français de souche et musulmans, c'est que les musulmans arrivés déjà depuis longtemps en France, qui voudraient vraiment s'insérer dans la société française, vont être eux aussi les premières victimes de cette immigration sauvage qui s'ajoute. Pas besoin de vous faire un dessin. Et alors, on en arrive au terrorisme. Curieux terrorisme. Qui a commencé par être utilisé par Sarkozy. Rappelez-vous l'affaire Mera. Alors, petit résumé, l'affaire Mera. Qui était Mera?
un Algérien, membre de la DCRI. Ah bon? Grand copain du directeur de la DCRI, Squarcini, qui venait d'être nommé par Sarkozy. Alors on apprend que ce Mohamed Merah, qui a voyagé, il devait aimer les voyages, je suppose, dans différents pays musulmans, mais aussi était rentré sans problème en Israël. Curieux. Curieux qu'un musulman qui est allé dans des endroits chauds de pays musulmans ait pu rentrer aussi facilement en Israël. Quand même. Puis arrivent les tueries de Toulouse et de Montauban. Et on lui dit c'est Merah, c'est Merah, c'est Merah. Ah bon. D'abord, il y a des messages, enfin des témoignages discordants disant mais celui qu'on a vu, c'était pas la même carrure, c'était pas la même moto ou scooter, je ne me rappelle plus ce que c'était exactement. Et puis au moment où les forces de l'ordre commencent à les tirer dessus, il crie mais pourquoi voulez-vous me tuer? Il y a un petit problème là. S'il était coupable, pourquoi dirait-il pourquoi voulez-vous me tuer? Donc on a l'impression à chaque fois de ces fake news, puisque c'est le mot à la mode aujourd'hui, on nous désigne un individu qui curieusement est d'origine musulmane, en disant c'est lui, c'est lui, c'est lui, haro sur le baudet, mais qui en réalité a fait le coup? Charlie Hebdo, identique, etc., etc., etc. 11 septembre, la même chose. Qui a fait le coup réellement? Fake news? Ah oui, fake news. Mais ce ne sont pas les mêmes dont on parle. Donc à chaque fois qu'il y a un attentat de Nice, rappelez-vous l'attentat de Nice. Alors une chose aussi qui m'a sauté aux yeux à plusieurs reprises, c'est que curieusement, le journaliste qui donne le premier, l'alerte, enfin pas l'alerte, la description de ce qui s'est passé, se trouve être un journaliste israélien. Ah oui, c'est curieux ça. À Nice, à Munich, je ne sais plus où encore, j'ai repéré ça. Ils sont bien informés. Ah, ils sont bien informés. Ouais, curieux. Oh, sans doute le hasard. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Nice? Là encore, je voudrais y revenir. Où une policière est intimée par son ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, de modifier son rapport sur ce qu'elle a vu. Pourquoi? Ce qu'elle a vu ne colle pas avec ce que voudrait que le pouvoir veut. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette manipulation? Donc on est en pleine manipulation et manipulation des populations pour leur faire admettre, à la suite de ces attentats, que pour se prémunir et donc pour nous protéger, il faut faire des lois qui restreignent nos libertés. Et qu'avait fait un certain George W. Bush après après les attentats de 2001 aux États-Unis? Le Patriot Act, justement. Et c'était quoi le Patriot Act? Est-ce que c'était pour dresser la liste de tous les musulmans islamistes dangereux aux États-Unis? Mais non. C'était pour mettre en fiche tous les citoyens américains. Et voilà. C'est comme ça que petit à petit, à travers le monde, ces mêmes régimes instaurent leur dictature. Et alors, maintenant, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, on se rend compte que c'est la LICRA qui gouverne la France. Il n'y a pas d'autre terme. Si on veut parler en vieux français de façon concise, c'est la LICRA qui gouverne la France. La LICRA.
la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. C'est le dernier mot qui compte. Rappelez-vous le décret que j'ai déjà cité, numéro 2017-1230 du 3 août 2017, promulgué par le gouvernement de M. Emmanuel Macron, qui stipulait « Le gouvernement français pourra punir d'amende et de séances de rééducation politique toute discussion privée jugée déviante dont il juge le contenu hostile et non conforme à l'idéologie officielle. » Idéologie officielle ? Ah bon ? Laquelle ? Celle du lobby juif. Et comme si cela n'était pas suffisant, sous prétexte de prémunir le citoyen des fake news, des fausses nouvelles, Emmanuel Macron, dans ses vœux à la presse du 3 janvier dernier, annonçait qu'une loi était en préparation pour contrecarrer la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Alors, premièrement, c'était une façon de faire croire aux citoyens que le gouvernement, l'État, veillait à son information honnête, ce qui sous-entend que les informations diffusées par le gouvernement ne peuvent être qu'honnêtes. Mais ce qui veut dire quoi ? C'est que le gouvernement, Macron et toutes les forces qui sont derrière se rendent compte que progressivement, grâce à toutes les analyses que nous pouvons faire, grâce aux réseaux sociaux, ils ont beau essayer d'inventer de nouvelles lois, je ne parle même plus de la loi Gaïsso et Fabius, d'inventer de nouvelles lois et décrets pour essayer de museler la vérité c'est comme l'eau. Ça passe partout, ça s'infiltre partout. Et une chose que j'ai remarquée, on en a parlé ce matin dans notre entretien, je ne sais pas si vous avez remarqué, lundi dernier, au soir, je l'ai vu sur au moins 2 chaînes, mais à mon avis, il y a dû y en avoir plus. 2 émissions, en tout cas, LCI et BFM TV. BFM TV qui, comme vous le savez, appartient à Patrick Drahi. Vous savez qui est l'individu, ce franco-israélien, grand ami d'Emmanuel Macron, qui a fait une très grande partie de sa campagne présidentielle. Donc, deux émissions spéciales sur la théorie du complot, pour essayer de démolir la théorie du complot. Ceux qui, comme nous, je revendique, parlent du complot. Alors c'est très intéressant parce que, bon, je suis peut-être un optimiste, mais s'ils ont à ce point peur de cette théorie du complot, des soi-disant fake news, c'est que ça commence à ouvrir les yeux à pas mal de gens, et eux doivent le savoir encore mieux que nous. Donc c'est très intéressant. Et on ne peut que faire une chose, c'est continuer de plus belle. Élémentaire, mon cher Watson. Or, c'est tout de même assez incroyable de la part de ces démocrates qui sont en train de vouloir museler la liberté d'expression. Et on en arrive à une conception invraisemblable de la criminalisation de la liberté d'expression. Il n'y a pas d'autre terme. Vous dites la vérité, donc on doit vous éliminer. C'est ce qui s'est passé à la Libération et Réparation déjà. Pour l'instant, ce n'est que technique. Par des décrets et des lois, on verra quelle est la prochaine étape. Et c'est pour ça que je dis, armez-vous. Ne vous laissez pas abattre comme des moutons.
Alors, une chose sur laquelle je voudrais tout de même attirer l'attention, c'est que, bon, M. Macron veut dénoncer les fake news qui le dérangent. D'accord. Mais qui va décider de ce qui est fake news ou pas? Ah, mais il va y avoir un cabinet noir. N'y voyez aucun racisme dans le terme cabinet noir, quand même. Liberté, liberté chérie, que de crimes ne commettons pas en ton nom. Donc, tout n'est que mensonge. Petit rappel, parce qu'il est vraiment d'actualité, vous aviez vu l'annonce que l'éditeur Gallimard allait rééditer les pamphlets antisémites de Céline. J'avoue, quand j'avais vu l'annonce, je m'étais dit, oh, tiens, c'est curieux, il ose. On va voir la suite. La suite, on l'a vue. Et il y a même pas une semaine, le CRIF avait dit « Oh, mais ça va pas se passer comme ça, nous allons intervenir. » Bah, la fin de l'histoire, vous la connaissez, puisque André Gallimard, hier, a fait une déclaration sur les chaînes télévisées qui l'ont bien relayé, que le climat actuel n'était pas propice à leur publication, etc., etc. Et voilà. C'est pour ça que je dis, qui gouverne la France aujourd'hui? C'est la LICRA. Réjouissez-vous. Alors, si on veut bien comprendre le personnage Macron dans sa démarche politique, qui veut à la fois tenir en main encore plus l'information, parce qu'elle était déjà tenue, mais encore plus, et là j'insiste bien, s'ils veulent la tenir encore plus, c'est qu'ils n'arrivent pas à maîtriser justement tout ce qui sort qui les dérange. Je voudrais vous rappeler, la deuxième ou troisième fois que je le fais, parce que c'est tout de même fondamental, il faut bien se rendre compte, mesurer ce que cela comporte pour notre avenir. C'était lors de la semaine des ambassadeurs du 29 au 31 août 2017, dans lequel il décrétait devant nos ambassadeurs « Il n'y a plus de souveraineté populaire ». Ah bon? Et la démocratie, c'est basé sur quoi? Il n'y a plus de souveraineté populaire, ni en France, ni en Europe, donc pas de démocratie nationale. Plus d'intérêt collectif de la République. Et pour ceux qui n'auraient pas encore compris où il veut nous mener, il enjoignait à nos diplomates qu'ils ne devaient plus défendre les valeurs de leur pays, mais trouver des opportunités d'agir au nom du Léviathan européen. Alors, vous écartez la logomachie républicaine, ça veut dire textuellement, la France n'existe plus, c'est l'Europe qui existe, et je veux être président de l'Europe. C'est ça que cela veut dire. Cet homme veut devenir le président de l'Europe, et il monnaie ça avec nos bijoux de famille. C'est aussi simple que ça. Et vous trouverez tout de même la similitude de la démarche avec la déclaration qu'avait faite Nicolas Sarkozy, sur laquelle je suis revenu à de multiples reprises vu sa signification, le discours du 16 janvier 2009 de Sarkozy. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. C'est la même démarche, parce que ces deux hommes, comme je l'ai dit, sont les hommes du monde américano-sioniste qui veulent imposer la dictature mondiale.
Et rappelez-vous encore ce rappel que j'ai fait, je pense, dans ma dernière conférence ou au dernier entretien, à l'arrivée au pouvoir de Macron, ce mot de Sarkozy, parlant de Macron, il est moi en mieux. Si vous n'avez pas compris, je ferai appel à un dessinateur. Alors, après ces quelques rappels historiques, je pense que vous aurez compris la raison du titre de cette conférence, de la dite libération à l'occupation cosmopolite de la France. En effet, le combat patriotique, entre guillemets, de certains contre l'occupation allemande, dont la Troisième République était la première responsable par sa déclaration de guerre inconséquente au Troisième Reich, imposée par les lobbies, a abouti aujourd'hui à une autre forme d'occupation. Et je répète, comme je l'ai fait au début, elle est à la fois physique par ses apports multiples, successifs d'immigration massive sous différents noms, et surtout par cette invasion intellectuelle et financière du monde juif qui se sert de cette immigration pour nous détruire. Qui se sert de l'immigration physique pour nous détruire. Le problème récurrent du monde juif, comme le reconnaissait Bernard Lazare, qui était juif pourtant, dans son livre Histoire, l'antisémitisme, son histoire et ses causes, c'est que le monde juif, en tout cas dans ses hauts dirigeants, ils sont tellement assoiffés de pouvoir et de richesse pour imposer leur dictature mondiale, messianique, qu'ils ne savent pas s'arrêter. Et à travers les âges, ça provoque toujours les mêmes réactions. L'exaspération des populations et périodiquement, ce sont des pogroms. On les rejette et vont s'installer ailleurs, où on les accueille comme de pauvres petites victimes, et ça recommence. C'est cyclique. Lisez Bernard Lazare, il a eu l'honnêteté de reconnaître que le fondement de tout antisémitisme, c'était le peuple juif lui-même. Ce sont ses propres termes. Le travail que je fais, c'est un petit peu un travail d'entomologiste, ou en tout cas de médecin. J'observe une situation, je regarde quelles sont les causes, et je plante mon épingle, ou si vous préférez le bistouri, sur la cause. Point. Ce sont des faits. Ce n'est pas de la théorie de la conspiration, ce sont des faits. Et une notion sur laquelle je veux revenir à nouveau, c'est que par cette démarche messianique des grands juifs, ce sont toujours les petits juifs qui sont pris en otage pour être des victimes, pour que les grands juifs puissent se servir de leur souffrance. Et le jour où les petits juifs auront compris qu'il faut qu'ils se dégagent des rabbins, alors peut-être qu'il y aura quelque chose qui se passera. Malheureusement, je crois que ce n'est pas encore demain la veille. Et pour terminer, je voudrais poser une question. Combien de ceux, ou leurs héritiers d'aujourd'hui, qui à l'époque avaient réagi par patriotisme, mal compris, à l'invasion allemande, aryenne,
serait capable ou voudrait réagir aujourd'hui à cette double invasion sans guerre voulue par nos gouvernements successifs aux ordres du mondialisme messianique. Je vous laisse y répondre. Merci de votre attention. Il y a une chose, bon, alors, première petite chose, bon, vous l'avez, certains nous a donné, l'ont vu d'abord, nous avons été tout de même obligés d'augmenter le prix de l'abonnement à la politique, qui passe de 50 à 55 euros. Nous ne l'avons pas augmenté depuis pratiquement 8 ans, en dépit de toutes les augmentations que vous connaissez. Et c'est vrai aussi bien pour la France que pour l'étranger, que pour les abonnements à l'étranger. Donc c'est une annonce que je voulais faire, d'une part. Deuxièmement, il y a une chose tout de même qui me saute aux yeux. La plupart d'entre vous qui venez avaient pris tous plus ou moins les ouvrages qui sont ici. Mais il y a une chose qui d'année en année me saute aux yeux, ainsi qu'à mes collaborateurs, c'est qu'au moment des fêtes, il n'y a pas tellement d'achats supplémentaires de livres pour en faire des cadeaux. Or, beaucoup d'entre vous, ou d'autres correspondants qui ne sont pas ici, me disent « Ah oui, mais quand je parle autour de moi, on ne veut pas me croire. » Comment voulez-vous convaincre si vous ne mettez pas un texte sous les yeux de ceux qui ne veulent pas vous croire ? C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez des cadeaux. Je vous dirais, moi je peux en parler en toute sérénité, c'est pas pour ma pomme, comme on dit, puisque sur tous les livres que j'écris, je ne touche pas un sou. Tout est pour notre société. Donc, plutôt que de faire un cadeau idiot à vos proches, faites un cadeau utile pour la cause. Là, je suis obligé de mettre les pieds dans le plat, parce que ça ne va pas se passer tout seul. C'est gentil à vous de venir assister à mes conférences, mais il faut transmettre. Alors, vous pouvez transmettre verbalement, mais je vous répète, si on ne veut pas vous croire, il faut que vous puissiez mettre sous les yeux les textes. Et ce n'est que par des livres, des petites brochures, ou par un abonnement à la politique. Ce n'est que comme ça. Et c'est comme ça que nos ennemis ont gagné. Sous la Révolution et l'avant-Révolution, le nombre de livres qui ont été publiés, de petites plaquettes qui passaient clandestinement de Hollande et de Belgique vers la France, c'est comme ça qu'ils ont travaillé, par la presse. Donc voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer, gentiment, mais sérieusement. Si vous avez des questions à poser maintenant, je suis à votre disposition. Oui ? Est-ce que vous pourriez redire la liste des noms des soutiens de De Gaulle ? Alors, le plus connu, parce qu'il a eu un rôle pour la nouvelle Constitution française, c'est René Cassin. Appartenance bien connue. Jean-Pierre Lévy, Daniel Meyer, Maxime Bloch-Massard, Jacques-Henri Simon, Jacques Soustelle, Georges Bidault, Maurice Schumann, un des pères de l'Europe, André Mercier du Parti communiste, Le Trocker de la SFIO, Claude Bourdet de Combat, entre autres. Il en manque certainement, si je vous en ai d'autres, mais... Le père de l'Europe, c'est pas Robert Schuman. Comment ? Le père de l'Europe, c'est pas Robert Schuman. Dites Maurice. C'est Robert. Attendez. Excusez-moi. Ah oui, oui, non, pardon, oui. Bon, Maurice Schumann, tout à fait, non, tout à fait. Tout à fait, non, non. D'ailleurs, je ne sais pas quel est le lien de parenté les deux. Probablement pas, d'ailleurs, je crois. Oui ? Attendez, non, C'était pour revenir, en fait, j'ai pu voir pas mal de vos conférences en fait, donc sur YouTube. Parce que en fait, bon, je suis
un des fidèles de Saint-Nicolas du Chardonnay. Mais je comprends tout à fait, enfin moi-même je commençais à comprendre certaines petites choses un peu étranges de mon côté. Et en fait, pour rappel, il y a aussi un des membres de la famille du général Pugat qui est un abbé là-bas. Oui, tout à fait. Et avec qui j'ai pu m'entretenir, parce qu'en fait, vous savez, moi j'ai pris des notes sur certaines de vos conférences, donc moi en petit rapporteur, sans non plus donner la source, je suis allé un peu voir l'abbé, je lui ai posé la question, excusez-moi, vous avez bien un frère, un avocat juif sioniste qui tiendrait les finances de Saint-Nicolas du Chardonnay? Ouais, il me dit, en fait, vous n'avez à vous inquiéter de rien parce qu'il a le rôle de conseiller. Et il a terminé par une petite expression assez cocasse où il disait « Je peux vous assurer que ce n'est pas lui qui tient les cordons de la bourse. » Voilà. Donc bon, ça c'était le point de vue après à l'intérieur de Saint-Nicolas pour essayer de faire... Il a botté en touche, comme on dit. Il a botté en touche. Et puis, je sais plus sur quel... Ah oui, et puis concernant les histoires avec le monseigneur Bernard Fellet, donc je vais poser la question, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des tentatives de ralliement à l'église conciliaire, c'est quoi ces histoires et tout, parce que moi je faisais les friers, quoi. Je sais bien, non, mais c'est pas possible, on peut pas... Surtout qu'en plus maintenant avec YouTube on peut voir des déclarations du pape qui parle carrément de Lucifer dans ses prières. Enfin, c'est pour montrer à quel point ça part très loin. Et donc il me disait non, mais alors ce qu'avait essayé de faire Monseigneur Bernard Fellet dans la droite ligne de Monseigneur Marcel Lefebvre, c'était d'obtenir auprès du Vatican une reconnaissance, une prélature individuelle. Voilà. En gros, il m'avait expliqué qu'en ce moment, alors vu qu'il y a du politique là-dedans, ça n'est jamais vraiment terminé, mais les expressions, les négociations sont au point mort. T'es encore heureux. T'es encore heureux. Non, mais le problème, oui. Bon, on va pas ergoter là-dessus. Bon, de toute façon, j'en avais parlé, je crois que le livre n'est pas là, dans Tradition ou Révolution. Ah si, il est là. Il est là. Tradition ou Révolution, j'ai exposé tout ça. Ils savent... ils sont en porte-à-faux. Ils sont en porte-à-faux. Bon. Bon. Oui. Bonjour. Bonjour. Je voudrais, dans ce que vous avez dit... Parlez plus fort. Dans ce que vous avez dit au début, j'ai pensé à celui que les milieux dont vous parlez portent souvent au pinacle, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, dont vous aurez remarqué quand il évoque son nationalisme et son patriotisme français, il ne remonte pas plus haut que Bonaparte. Confirmation. Oui, exactement. Il évoque jamais ça. Évidemment, mais évidemment. Voilà. Le problème, c'est que justement les milieux nationalistes n'ont pas encore vu, ou alors plutôt peut-être refusent de voir, justement, on va dire... la nocivité du personnage. La nocivité du personnage et surtout son influence, parce que c'est quand même quelqu'un qui a quand même une certaine influence. Et est-ce que les milieux nationalistes français ne sont pas justement prisonniers de... Alors, qu'entendez-vous déjà par milieu nationaliste français? Parce que alors là, il ne faut pas mélanger. Je vais être très brutal. Alors, les milieux qui se prétendent. Oui, qui se prétendent, parce qu'il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Les milieux qui se prétendent nationalistes. Et vous comprendrez pourquoi quand vous verrez l'entretien de ce matin. Parce que là, vraiment, ça commence à dépasser toutes les bornes. Donc, est-ce que le jour où justement ces milieux qui se prétendent nationalistes verront l'imposture d'Éric Zemmour, mais ils ne peuvent pas voir ils ne verront pas l'imposture parce qu'ils en vivent. Ils en vivent. Ce sont des éléments de transmission. Vous savez, l'adversaire est très malin. Il a deux tactiques. L'affrontement brutal. Et puis, rappelez-vous ma formule, infiltration, neutralisation, déviation. Les deux tactiques. Affrontement brutal et pénétration des structures qui pourraient s'opposer à eux. Pour les faire changer. Vous trouvez ça dans la fraternité, vous trouvez ça dans notre presse. Le rôle de Rivarol aujourd'hui, ça commence à devenir assez particulier quand même. Voulez-vous rappeler ce que vous m'avez dit tout à l'heure, monsieur? Bien, un lecteur a écrit qu'à l'occasion de la
de la scène. D'une éventuelle. Un lecteur, hein, Oui. De Rivarol. Sur éventuelle de la 1918, la fin de la guerre, ce serait bon de faire le transfert des cendres du maréchal Pétain à Beaumont, comme il l'a souhaité, en s'arrêtant à Colombey pour essayer de réconcilier les Français sur les deux noms. Publié dans Rivarol. Alors c'est quand même une connaissance assez complète de l'opposition fondamentale qui entre les deux. Et des crimes qui les séparent. Et des crimes qui les séparent. La condamnation de l'autre et vice-versa. Ah non, c'est invraisemblable. Et alors, je sais par différentes informations que j'ai eues pas plus tard qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, Jean, qu'il y a un grand micmac qui est en train de se préparer, avec Bourbon qui, à mon avis, joue le rôle de l'imbécile utile, l'idiot utile, Lesquin et Le Pen pour s'approprier Rivarol. Lesquin qui a été viré de Radio Courtoisie, qui serait heureux de retrouver un média pouvant supporter sa prose. Non, mais vous vous rendez compte qu'on en est? Oui. On en arrive à une situation où en fait c'est une personne de confession musulmane qui ne souhaite pas qu'il y ait de blasphème. Mais exactement, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est hallucinant. Ah non, mais c'est hallucinant. Mais écoutez, je vais vous raconter. Bon, c'est pas pour me vanter, mais c'est tout de même un fait. Je rentrais hier soir à mon hôtel, à Paris. Je traverse la rue et je me trouve face à deux personnes dont l'un me dit « Ah, monsieur, vous êtes extraordinaire, vous arrivez à décrire les choses comme personne ne le fait, vous êtes capable de démontrer tout ce qui nous est caché. » Et il s'adresse à son collègue, disant « Mais tu le connais pas, etc., 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 etc. » Qui était-il? Un musulman. C'était deux musulmans. Voilà ce que me disait l'un d'entre eux. Alors, j'en arrive à me dire, mais comment se fait-il que des musulmans en arrivent à mieux comprendre ce que je dis que des Français de souche? Ça commence à devenir un problème. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens en fait, qui comprennent que sur différents... Non, parce que ces milieux catholiques de souche sont à la fois prisonniers d'une fausse religion catholique d'aujourd'hui et d'une méconnaissance instillée par nos soi-disant milieux d'information de nos milieux. Vous parliez tout à l'heure de Zemmour. Ben voilà, c'est ça. Voilà, je tenais à vous rappeler ce petit fait. Oui. Avez-vous lu, j'ai lu le dernier livre de Roger Hollande, Réconciliation nationale. Est-ce que vous l'avez lu? Non. Non, alors moi je prends pas des vessies pour des lanternes hein, quand même. Réconciliation nationale, moi je crois pas. Ce sera l'un ou l'autre. Je n'y crois pas. En ce qui concerne effectivement l'aveuglement vis-à-vis du général de Gaulle, ça me rappelle une histoire. On va citer l'abbé Moureau, qui est bien connu, qui a été ordoflave et qui avait un gardien qui était tout à fait anti-hitlérien. Il est appelé à Berlin ou je ne sais pas où, il revient totalement convaincu du nazisme. Et moi je me demande, Hitler avait un charisme qui, lorsqu'on l'approchait, transformait les gens en ses admirateurs. Je pense qu'il y a quelque chose que ça dans De Gaulle, parce que c'est pas possible qu'il n'y ait pas cette admiration sans comprendre. Je pense qu'il... Écoutez, moi j'ai bien... Moi je pense que c'est pas... Oui, non, il y a quelque chose incontestablement. Mais écoutez, alors, quand vous regardez la photo de De Gaulle et la photo de Pétain, vous avez deux types de vieillards, tout au moins à la fin de leur existence réciproquement. L'un est un beau vieillard, l'autre a un visage de torturé. Je dirais peut-être même de damné. Alors, qu'il y ait eu une influence sur certains, bon, il y a eu quelque chose, c'est évident. Mais je pense que fondamentalement, ce qui a fait rallier un certain nombre de Français au gaullisme et à la résistance, c'est ce dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, cette fausse notion de patriotisme. Ils n'ont pas compris que s'il y avait eu cette invasion allemande, c'est parce que préalablement, il y avait eu l'invasion intellectuelle. Et je pense que c'est comme ça. Là, il est arrivé, là, comme un héros, disant « Ah oui, mais moi, je m'oppose, etc. » alors qu'il n'était qu'un déserteur, une fois de plus. C'est incompréhensible. Et puis aussi, tout de même, faites attention à une chose, c'est que ces soutiens, fondamentalement, à part quelques idiots de l'Action française,
c'était des gens de gauche, qui se sont servis de lui aussi. Un aveuglement comme ça. Ah non, non, non. Mais aveuglement, oui et non. Pourquoi croyez-vous que j'ai cité cette liste de ces partisans au gouvernement provisoire de Londres, hein? C'était pour montrer justement quels étaient ses soutiens. Hein? Alors ne pensez pas que ce sont des braves gens qui ont été obnubilés par lui. Ce sont des gens qui étaient partie prenante dans la destruction de la France au travers de la déclaration de guerre voulue par les lobbies, qui le soutenaient. C'est pas le même public. C'est pour ça que je dis, à part ce malheureux idiot utile de Bonnier de la Chapelle qui a assassiné l'amiral Darlan, ce qui a servi grandement à De Gaulle, à part des individus comme ça, et c'est qui l'a poussé à cet acte? C'est un curé, l'abbé Cordier. Il y a de quoi devenir incroyant par moment. Alors, franchement, alors la religion, je suis tout à fait d'accord, mais il faut faire le tri. Et c'est vrai pour les musulmans comme pour les chrétiens. Monsieur, attendez, oui. Vous dites que Mitterrand, en arrivant au pouvoir, s'est laissé gouverner par l'ambition. Oui. Est-ce qu'il n'a pas essayé, parce que finalement, dans son gouvernement, il était entouré de ces gens-là, ou il s'est entouré de ces gens-là? Oui, bien sûr. Il y avait quasiment que des juifs autour de lui. Bien sûr. Est-ce qu'il n'a pas essayé, parce que c'était quand même quelqu'un d'assez subtil, de ralentir leur marche en avant? On sait rien. Non. Non, non, non. Pas du tout. Non. Rappelez-vous, là aussi c'est une chose que j'ai souvent citée, parce que pour moi c'est toujours un point d'interrogation. L'émission qu'il avait faite avec El Kabash, sur Europe 1, je crois. Je ne peux pas m'excuser. C'était extraordinaire parce qu'on voit le Mitterrand qui accepte tout d'El Kabash, première partie de l'émission. Et puis à un moment donné, El Kabash lui met une telle pression qu'on voit Mitterrand qui commence à en avoir marre. Et qui lui dit à un moment donné, écoutez, vous voulez tout de même pas que je me convertisse. Qui veut dire quoi, me convertir au judaïsme? C'est ça que ça voulait dire. Alors, j'ai encore dans la rétine la tête effarée d'El Kabash. Qu'est-ce qui se passe? Et ayant vu cette séquence, je me dis, est-ce que, bon, Mitterrand, il savait, et on savait déjà, qu'il était mourant, qu'il avait son cancer de la prostate et que ça allait mal se terminer pour lui. Et j'ai espéré jusqu'au dernier moment qu'il allait balancer tout ce qu'il savait. Et alors, quelle révolution ça aurait été? Il ne l'a pas fait. Là aussi, c'est pour ça que je disais, l'être humain, franchement, la plupart du temps, c'est pas très beau. Oui, petite question sur Churchill, dont il y a un film qui va sortir. Cet ignoble personnage. Et ce serait intéressant de préciser le couple Churchill-De Gaulle dans la montée de De Gaulle, précisément. Très bonne question. Alors, bon, De Gaulle, Churchill, d'abord, il faut savoir qui est Churchill. C'est un aristo dégénéré, joueur, alcoolique, qui se faisait régulièrement renflouer par ses amis juifs. C'est pour ça qu'il a mené cette politique absolument enragée contre l'Allemagne et ses bombardements atroces contre les populations allemandes. Il payait le prix à payer pour être renfloué. Et ça, je le dis, et ce sera notamment dans mon prochain livre, Bonaparte, Hitler, Napoléon. Petit. Alors, bon, sachant qui est Churchill, sachant qui est De Gaulle, que s'est-il passé? L'affrontement de deux orgueils. Mais Churchill se servant de Gaulle. Et De Gaulle, acceptant son tête, bon gré mal gré, mais avec sa rancœur d'homme orgueilleux qu'il était. Alors on nous dit, ah oui, mais De Gaulle s'est opposé aux Anglais, aux Américains. Non, pas exagéré. Bon, il a fait semblant. Parce que s'il n'y avait pas eu les Anglais et les Américains derrière lui, il ne serait jamais arrivé au pouvoir. Ils l'ont voulu, et ils l'ont imposé. C'est tout. Donc voilà, pour répondre à votre question. Oui ?
Attendez, non, oui, les lunettes qui brillent là-haut. Mais alors, cher ami, parlez plus fort parce qu'on nous dit régulièrement, on n'entend pas les questions de vos intervenants. Vous n'avez jamais posé la question de la judéité de Macron. De la virilité. Répétez votre question. Vous n'avez pas posé la question de la judéité de Macron. Est-ce que Macron est juif? Non. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, et en tout cas, c'est une bonne imitation. Non, c'est que ça. Je voudrais rappeler... Vous avez un élément là-dessus? Moi, oui. Je voulais juste te dire, par exemple, que l'anagramme parfait de Emmanuel Macron, c'est Mammon, Encu, Hip, Eura. C'est l'anagramme parfaite. Donc il y a peut-être un petit message à y voir aussi. Alors, c'est possible, mais à la limite, c'est pas ça qui est important. Qu'il le soit pas, c'est pas ça qui est important. C'est la politique qu'il mène, Aussi. parce que c'est comme s'il l'était. Oui. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est comme on dit, ah mais un tel est franc-maçon. Si j'ai pas de preuve qu'il est franc-maçon, je vais pas dire qu'il est franc-maçon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il soit ou qu'il le soit pas, c'est la politique qui fait qui est maçonnique ou qui n'est pas. C'est aussi simple que ça. Autre question, oui. Une observation, c'est que l'action en fait qu'il y a eu Mitterrand en 82, au début des années 80 avec le tournant de la rigueur, et la trahison des idéaux de la gauche, sachant qu'il avait été décoré par Pétain, et qu'on voit maintenant un petit peu comment les choses se profilent, et on voit un petit peu justement toutes les horreurs qui se cachent finalement derrière la gauche, cette politique totalement nihiliste. Je me demande que peut-être Mitterrand n'avait pas justement fait exprès pour faire ce tournant de la rigueur, pour préparer, je sais pas, je me rends pas compte s'il y a peut-être un enchaînement un peu, quelque part dans les événements au cours du temps. Je suis pas convaincu. Malheureusement, pour moi, la seule chose qui compte, c'est le résultat. Et le résultat est mauvais. Alors, ce que l'on peut dire au sujet de Mitterrand, c'est qu'il a participé à la montée du Front National. Ça oui. Ça oui. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. A-t-il cru justement au personnage Le Pen? C'est pas exclu. En se disant, je vais faire monter le Front National, ce sera un petit peu la revanche de mes idéaux de jeunesse. Alors là, il s'est bien trompé. Non, mais quand on parle de Mitterrand, il faut comprendre une première chose qui explique tout le reste. Il est d'une complexité invraisemblable. Autre question? Oui? Je vais rebondir sur Jean-Marie Le Pen. Parlez plus fort. Je voulais rebondir sur Jean-Marie Le Pen. Il ne faut pas oublier que ses principaux lieutenants, que ce soit François Duprat, vous aussi, vous avez été mis à l'écart. Et on a bien vu sur ces différents livres qui expliquaient la vie de Jean-Marie Le Pen au niveau politique, par exemple le livre de Paul-Éric Blanru, Jean-Marie et Marine et les Juifs, qu'en réalité, Jean-Marie Le Pen n'a servi que d'épouvantail pour faire croire à des gogos qu'il était nationaliste. N'oubliez pas, à un moment donné, vous devez être nationaliste. Je sais, mais c'est moi qui l'ai relevé. Dans mon livre nationaliste, c'est moi. Je crois d'ailleurs être le seul à l'avoir relevé. Tout de même assez incroyable. Oui. Ce qui montre à quel point il avait peur de prononcer le mot nationaliste pour inventer. Alors, admirez quand même la sonorité du mot nationalisme. Son dernier coup d'éclat, c'est incroyable. Les comités Jeanne qui avaient été utilisés pour faire un groupement des nationalistes, pour les législatives, ça a fait un flop. Ça a fait un flop carrément. Et bien ils ont relancé la machine pour vendre des cartes signées. Alors que c'est fini. Donc il y a des gogos qui ont acheté des cartes d'adhésion pour avoir une signature. C'est du Gomers. Est-ce que Jean-Marie Le Pen serait-il pas un peu juif sur les bords? Est-ce que Jean-Marie Le Pen Serait-il pas un peu juif sur les bords? Bien qu'il soit breton. Est-ce que c'est un breton je sais pas, il appartient peut-être à une tribu cachère. Cachée. Pardon, cachée. Non, mais c'est pathétique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu traiter du personnage dans mon livre Histoire d'une trahison.
là aussi est un personnage complexe. Alors, quelle a été sa sincérité au départ de son action? Je n'en sais rien. Mais la suite, je l'ai vécu en grande partie jusqu'au moment où j'ai claqué la porte en 1993. Et là, on peut dire que la Sissi... Alors la Sissi, à un moment donné, j'y ai cru en partie, mais sur un plan purement tactique, en me disant, bon, elle au moins, elle veut arriver au pouvoir. Alors que le père, on savait très bien qu'il n'a jamais voulu arriver au pouvoir. Mais le problème, c'est que, bon, c'est comme son père, elle s'est inféodée aux francs-maçons et aux juifs. Et alors hier, sur une des chaînes que je regarde habituellement, on nous parlait du nouveau couple du Front National, Marine Le Pen, Gilbert Collor, en remplacement de Philippot. Donc vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ce parti est superposable à n'importe quel autre parti aujourd'hui. Les mêmes tenants et aboutissants, les mêmes, je dirais, sponsors, la même politique. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur Robert Ménard et la crèche qu'il a remplacée par une menorah? Alors, je ne sais pas si c'est de l'humour ou pas. Alors, pour la petite histoire, comme bon nombre de maires en France, il avait mis une crèche dans une pièce de sa mairie. Et comme nombre d'autres maires en France, il a reçu l'injonction de la République de la retirer vite fait et bien fait. Et alors j'ai appris tout dernièrement, je crois que ça doit dater d'hier ou d'avant-hier, qu'à la place il avait mis une menorah géante. Alors, deux choses à observer. Est-ce que c'est de la provocation et de l'humour de sa part? Et deuxième question, est-ce qu'au nom de la laïcité, les pouvoirs publics l'ont fait retirer la menorah? Comme pour la crèche, puisque c'est ça l'excuse. J'attends la réponse. Non, mais vous vous rendez compte où on en arrive? La France juive. Oui. Il y a une phrase, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez sortie, mais ça, en gros, ça corrobore. On dit la République, c'est la loge, et derrière la loge, il y a la synagogue. Alors, je l'ai dit, pas nécessairement de cette façon-là, mais ça revient au même, c'est que quand je dis que la maçonnerie est la créature de la juiverie. Ce sont les juifs. Écoutez, mais vous avez mon livre La maçonnerie? Oui. Bon, eh bien, relisez le passage justement sur la création, l'émergence de la maçonnerie. Ce qui caractérise la maçonnerie, ce sont tous les symboles hébraïques que l'on y trouve. Et rappelez-vous tous les textes que je donne, à la fois de francs-maçons et de juifs, qui disent que c'est la Kabbale qui sert de fondement à la maçonnerie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est signé, c'est eux qui le signent, c'est pas moi. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on veut diaboliser aujourd'hui Pétain à tout prix, parce que la période du maréchal Pétain, ça correspond un peu, lorsqu'il fait son fameux slogan « Travail, famille, patrie ». Tout à fait. C'est un retour, on va dire, à l'ordre naturel. Mais bien entendu. Mais bien entendu. Mais tout était en potentialité dans l'État français. Et s'il n'y avait pas eu ce public de nuls, de bien-pensants, etc., mais il fallait des gens déterminés. Il y en a eu, mais ils n'étaient pas assez nombreux pour peut-être trop gentils, trop obéissants au maréchal, qui lui-même, étant tout de même quelque peu âgé, s'est laissé faire par certains de son entourage. Et prenez l'histoire de Mersel Kébir, sur laquelle je reviens très souvent. Pourquoi est-ce qu'à partir de la traîtrise ignoble des Anglais à Mersel Kébir, il n'y a pas eu de renversement d'alliance? Ça aurait tout changé. Ça aurait tout changé. Et qu'on ne vienne pas nous dire que la France serait aujourd'hui sur la bout d'Hitler. D'abord, il serait mort depuis longtemps. Mais ça aurait été autre chose, parce que Hitler ne pouvait pas tenir en main toute l'Europe. C'était pas possible. Il y aurait eu des accommodements. Ça aurait été une autre Europe. Et peut-être qu'on aurait approché un petit peu le rêve de certains de créer une Europe chrétienne, même avec le Troisième Reich. Tout de même, rappelez-vous le Concordat entre le Troisième Reich et le Vatican.
qui est toujours en vigueur. Qui est toujours en vigueur, je le rappelle dans mon prochain livre. C'est même admirable. Donc vous voyez, c'est ça qui me fait enrager quand on lit l'histoire, de voir toutes les potentialités, tout ce qui aurait pu faire revenir l'histoire en arrière, repartir sur de bonnes bases. Et tout ce qui a été loupé par l'incompétence ou la lâcheté d'un certain nombre de responsables aux différentes époques. Et c'est pour ça, si je suis aussi dur, enfin je suis dur oui et non, puisque ce que je dis, ce sont des faits. Mais si c'est être dur que de rappeler ces faits pour en tirer des leçons, ben, je suis dur. C'est que si jamais on a de nouvelles possibilités, qu'on ne soit pas aussi nul que nos prédécesseurs. Et je dirais comme un certain De Gaulle, vous m'avez compris. Plus de questions ? Très bien. Merci.